j'hésite. Ou est-ce que tu peux décaler un petit peu plus vers le mur blanc? Romain est en train de faire le vieux devant la caméra. C'est vrai, t'as déstabilisé. Astrid, bienvenue dans cette nouvelle librairie. Bonjour Romain. Bonjour à toutes et à tous. Alors Astrid, on avait cette discussion off. Tu es psychanalyste, enseignante et chercheur. On peut aussi dire chercheuse, à votre convenance. Et tu es dans le réseau depuis bientôt 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va parler de ton ouvrage qui reprend finalement ce que tu fais dans le réseau. Donc, Quand l'irrationnel souffle sur le monde, avec un sous-titre que je ne dévoile pas, puisqu'on va l'aborder dans notre interview. Pour commencer, Astrid, si tu veux compléter ta présentation, déjà, tu es libre de le faire, et puis ensuite, tu pourras enchaîner sur la présentation de ton ouvrage. C'est à toi. Oui, ce que je peux dire peut-être en supplément, effectivement, je suis à l'APM depuis 2 ans et en fait, depuis que je suis dans le réseau, je suis entrée sur ce sujet, sur l'irrationnel dans les relations internationales. Et ce sujet qui est venu en moi parce que j'ai 2 parties dans ma vie, une partie après Sciences Po dans la géopolitique et la géoéconomie, et ensuite je suis devenue psychanalyste à 40 ans. Et c'est de ce mélange de vie, si je puis dire, qu'est né ce livre, et puis aussi, bien entendu, ces rencontres que je propose à l'APM sur ce sujet. Donc, c'est venu vraiment de ma propre expérience. Ça, c'est un élément important parce que du coup, je fais un lien entre géopolitique et psychanalyse pour évidemment analyser les peuples. Et donc, dans mon livre, si j'enchaîne sur le livre, ce que j'ai essayé de mettre en valeur, ou mon idée, c'était de partir du constat qu'il nous manquait une grille d'analyse pour comprendre la situation internationale actuelle. On parle beaucoup du rationnel dans la relation entre les États. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, on voit énormément d'irrationnels qui sourdent, que ce soit les émotions des peuples, que ce soit l'élection de certaines personnes un peu particulières. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut les concevoir de l'extérieur. Et puis, des situations qui s'imbriquent, on ne sait pas très bien pourquoi et qu'est-ce qui se passe, pourquoi les peuples réagissent parfois de manière intempestive. Et donc, moi, j'ai eu vraiment le sentiment que pour comprendre la situation internationale, on devait mettre l'accent sur l'irrationnel, sur l'inconscient des peuples. C'est-à-dire que les peuples sont, de la même façon que les individus, traversés d'émotions, de passions, de mémoire, évidemment. On en entend beaucoup parler en ce moment. Et ça, tous ces éléments-là ont une influence sur leur façon de concevoir le monde, leur mode de fonctionnement et du coup leur réaction dans les situations internationales qu'on rencontre. Et c'est ça que moi, j'ai voulu décrypter, c'est cet inconscient des peuples, de quoi il est fait, comment il fonctionne et en quoi il a une influence sur ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, ça permet de donner des pistes pour comprendre non seulement ce qui échappe un peu à l'analyse rationnelle, mais aussi une façon d'appréhender des pistes de solutions, ou en tout cas, solution est un grand terme, des pistes pour envisager les choses autrement, parce que je crois que quand on se comprend mieux, on est plus à même, ne serait-ce que dans les relations entre États, et ben peut-être de se respecter et d'avancer différemment, et donc de faire bouger les lignes. C'était ça mon idée. Eh ben, je pense qu'elle est atteinte. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire aujourd'hui que tu as un regard croisé finalement. On en fait beaucoup dans le réseau et toi, tu croises justement deux sciences, 2 expertises et c'est le produit de ça. Donc, en rencontre et également en livre. Donc, avant de rentrer dans le détail, c'est important de préciser que ça complète ton intervention et ça permet parfois de préparer ta venue ou au contraire de compléter ce que tu as pu apporter dans le réseau. Donc, c'est complémentaire en tout cas. Oui, non seulement c'est complémentaire, mais ça s'est enrichi évidemment des échanges que j'ai eus au sein de l'APM. Les dirigeants d'entreprise, ils ont beaucoup réagi sur mon sujet et donc moi, ça m'a fait réfléchir, ça m'a poussé dans mes retranchements et je suis allée plus loin aussi grâce à eux. Donc, bien sûr. Eh ben, très bien, c'est le but du réseau. Alors, on va parler du titre parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est ce mot irrationnel. On a bien compris qu'en ce moment, il y a donc un souffle irrationnel sur le monde, comme le dit le titre. On était avec Yannick Roudot il y a quelques jours et il nous expliquait que cette situation pandémique n'est finalement pas si irrationnelle que ça, parce qu'on aurait pu la prédire. Il y avait des signes avant-coureurs, ou en tout cas, c'était quelque chose qu'on pouvait anticiper. Est-ce que toi, tu peux nous redéfinir finalement ce qu'est l'irrationnel ? Pour moi, l'irrationnel, c'est vraiment la face cachée du rationnel. Rationnel et irrationnel vont ensemble, c'est-à-dire qu'il y a des perceptions de la même façon qu'il y a un conscient et un inconscient. Il y a des aspects qu'on perçoit qui sont un peu comme dans un iceberg,
la partie immergée et la partie émergée. C'est vraiment les deux parties pour moi. Et donc, l'irrationnel, c'est tous ces éléments qui sous-tendent un certain nombre de façons de penser, de réagir, d'agir, mais qu'on n'a pas forcément tout de suite à la conscience. On peut le voir, on peut avoir les réactions intempestives, si je puis dire, mais derrière se cachent des éléments qu'on ne voit pas forcément. Et c'est de ça dont moi, j'essaye de parler dans mes interventions et dans ce livre, bien sûr. Et donc, je vais compléter sur le sous-titre. Donc, le sous-titre de ce livre, c'est l'impact de l'inconscient des peuples sur les relations internationales. Donc, tu l'as dit, irrationnel, rationnel, conscient, inconscient. Il y a une association, moi, qui me semble importante de creuser, c'est les peuples avec la relation internationale. Alors, je me mets dans ma position, je ne sais pas si je représente l'avis d'autres personnes, mais en tout cas, je te dis ce que j'en pense. Je me dis, quand je pense relations internationales, je pense politique, je pense homme d'État et je pense histoire politique d'un pays qui a un impact, la mémoire de ce pays par rapport à d'autres pays en conflit, le relationnel, tout ça. Que vient faire le mot peuple dans cette idée de relation internationale? En fait, on le voit beaucoup en ce moment et je pense que je l'ai beaucoup mis l'accent là-dessus dans le livre. Il y a par exemple des éléments comme le Brexit. Qu'est-ce que c'est que le Brexit? Pourquoi il advient? Alors, on peut donner énormément d'éléments, bien sûr, mais moi, j'ai le sentiment que derrière cette position des Anglais, il y a évidemment des éléments inconscients. Il y a des choses qui sont de l'ordre, justement, de l'irrationnel et des éléments qui sont des fondements de leur culture ou de leur façon de fonctionner qui font que quand on touche ou qu'on percute ça, eh ben, comme par hasard, il y a des réactions. En l'occurrence, pour eux, c'est la notion de liberté. La liberté, pour eux, c'est un élément essentiel de leur histoire. Ils ont toujours été maîtres de leur destin, à part une invasion, mais le reste du temps, ils ont été maîtres de leur destin, parfois à un prix très coûteux, pendant la Deuxième Guerre mondiale notamment. Et donc, brusquement, avoir une Union européenne qui lui impose non seulement des contraintes économiques, mais des migrants, ça c'était carrément pire, c'est absolument inconcevable parce que dans ce cas-là, c'est vraiment vécu comme une ingérence dans leur façon de fonctionner. Et donc la liberté, qui vient de la Magna Carta au XIIIe siècle, cette charte qui avait été imposée par les barons en fait à Jean sans Terre, c'est vraiment l'ADN de ce peuple. Donc quand on touche ça, inévitablement, il y a des réactions. Et c'est ce qu'on a vu avec le Brexit. Par exemple, ensuite, il y a beaucoup d'autres éléments. Je parle de la Russie. La Russie, la dérive impérialiste, on parle beaucoup de l'impérialisme russe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Poutine entre dans cette logique impérialiste? Comme ça, oui. Oui, par exemple. Alors, la Russie, il y a une notion qui est fondamentale dans l'inconscient russe, du peuple russe, c'est la notion de frontière. On sait bien que le pays est immense, mais ce sont des plaines qui succèdent à des plaines. Il n'y a pas d'obstacle naturel, il n'y a pas de choses qui permettent de donner vraiment, de délimiter une frontière. Et d'ailleurs, c'est un pays qui a été énormément envahi à travers l'histoire. Donc, leur protection, ça a toujours été les États tampons. Les tsars, c'était déjà le cas. Leur politique était toujours liée aux États tampons, les États baltes. Bon, à partir du moment où l'Union soviétique dégringole, si je puis dire, et que du coup, tous ces États tampons qui étaient autour d'elle deviennent libres, ça fonctionnait tant que l'Occident ne vient pas mettre des marques sur ce territoire. Or, qu'est-ce qu'on fait? L'Union européenne commence à se développer sur les pays de l'Est, première atteinte, si je puis dire, à cette frontière, à cette notion de frontière, et donc à leur sentiment de ne plus être protégés. C'est parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est là où on est dans l'irrationnel, c'est une sensation, ce n'est pas une réalité, mais c'est une sensation. Ensuite, la deuxième vague, c'est l'OTAN qui commence à évidemment poser des éléments de sécurité pour ces pays qui le demandent, qui sont demandeurs, bien entendu. Et la cerise sur le gâteau, c'est Ashton, l'ancienne haute représentante de la politique étrangère de l'Union européenne, qui propose à l'Ukraine une union économique. Alors là, c'est absolument inacceptable pour les Russes. Et donc, Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit. C'est l'invasion de la Géorgie, la Crimée, et puis la guerre avec l'Ukraine qui continue. Mais j'ai des exemples comme ça nombreux. La Pologne, pourquoi la Pologne est devenue ambiguë par rapport à l'Union européenne alors qu'elle a bénéficié, mais largement, 84 milliards d'euros de subventions européennes? On pourrait se dire, mais quelle chance, enfin, où est le problème? Et pourtant, ça ne fonctionne plus. Et ils ont élu en plus des gens au pouvoir qui sont quand même assez radicaux d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la Pologne a disparu de la scène internationale pendant 124 ans, ce qui est absolument considérable. Ça n'était plus un pays, en tant que tel. Elle a été tellement rognée dans tous les sens qu'elle n'existait plus. Qu'est-ce qui se passe quand elle commence à réapparaître enfin? Qu'est-ce qui permet de tenir le pays? Ce sont les traditions culturelles.
Ça n'a jamais été un État puisque ça a disparu au cours du temps. Donc les traditions culturelles étaient fortes. À partir du moment où l'Europe nie ces traditions culturelles, il y en a plusieurs, il y a évidemment la religion, il y a la famille. Le mariage homosexuel notamment a été un des éléments qui a fait réagir très fortement les Polonais qui sont du coup devenus anti-européens, ce qu'ils n'étaient pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on touche chaque fois des éléments de l'inconscient des pays et des peuples, sans s'en rendre compte bien sûr, parce que ce sont des maladresses la plupart du temps, mais ça les fait réagir de manière très forte et ça va provoquer des tensions qui n'ont pas lieu d'être par ailleurs. Cette notion d'inconscient, finalement, ça s'apparente à l'histoire de ce pays. Bien sûr, notamment. Dans l'inconscient, il y a à la fois, enfin moi ce que j'appelle l'inconscient, on peut prendre ça sous l'ordre de l'inconscient collectif de Jung. Dans l'inconscient collectif de Jung, il y a à la fois l'aspect universaliste parce que on considère chez Jung que dans cet inconscient collectif, on porte en nous en fait les mémoires de toute l'humanité, alors à la fois dans ses mythes, à la fois dans ses récits, à la fois dans les esprits, les dieux, les déesses, enfin tout ce qui fait que ça nous différencie, cette transcendance qui nous différencie en fait des animaux ou des autres êtres sur la Terre. Et on a tout ça dans nos structures cérébrales, même quand on n'en a pas conscience. En revanche, se rajoute à ça un inconscient qui est propre au pays dans lequel on vit. Et cet inconscient, il vient évidemment du fait qu'on vit ensemble sur un territoire donné, avec une histoire, avec une façon de fonctionner. Mais ça nous donne un mode de fonctionnement, ça nous donne une perception du monde, une vision, des croyances, bien entendu. Et c'est ça qu'on vient percuter souvent, sans le savoir parce qu'on ne les connaît pas la plupart du temps. Hein. Dans cette notion de relation internationale, donc j'entends et ce que tu dis, je pense que tu n'es pas très loin de la vérité. Maintenant, je vais me mettre dans la position un peu du sceptique. Est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, les relations internationales, elles sont beaucoup plus guidées par une notion de contexte ultra anxiogène, ultra flou, instable, plutôt que guidées malgré tout par cette teinte d'histoire, de culture, d'inconscient qui régit le pays lui-même? Je pense que ce sont les deux parce que pour moi, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que les peuples, ils réagissent aussi, évidemment, sur leurs émotions. Il y a des émotions dans les peuples, hein, et même c'est un des éléments essentiels. Or, aujourd'hui, avec tous les éléments qu'on voit, ce que je décris dans mon livre, c'est de dire que la mondialisation, en fait, a vraiment balayé les identités des peuples, hein, en essayant de mettre un modèle qui est le même pour tout le monde et sans tenir compte des spécificités. D'autre part, on a vraiment considéré que les peuples étaient surtout des entités économiques, hein, c'est clair. Bon, on a du coup un retour très fort des identités nationales aujourd'hui et ce repli des peuples sur eux-mêmes, c'est une façon de se retrouver quelque part après avoir été balayés non seulement par la mondialisation, même si elle a permis à 1 milliard d'individus de sortir de la pauvreté, mais aussi par les nouvelles technologies, par tout ce qui est en train en ce moment, le Covid bien entendu, et tous ces éléments d'intelligence artificielle qui se développent, etc., qui font que les peuples ne savent plus où ils en sont, ils perdent leurs repères. Et la peur qui est engendrée, et avec la colère qui souvent l'accompagne, fait que là, on touche les émotions des peuples. Et dans l'inconscient, il y a aussi cet aspect des émotions, parce que bien entendu, ça, ce sont des soubassements irrationnels qui vont faire réagir. Et donc, dans les relations internationales, ça va réagir. D'ailleurs, on joue énormément sur la peur aujourd'hui pour tenir les populations. Parce que quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir en arrière dans des systèmes de fonctionnement dans lesquels on était un pays fort, puissant, et du coup, on va se rassurer de cette façon. Et que font les hommes providentiels quand on les élit? Ils vont insister sur quoi? La sécurité en premier, la restauration de la fierté du pays. Et pour ça, ils vont remettre l'accent sur des moments très forts de leur histoire. Par exemple, évidemment, Erdogan, c'est l'Empire ottoman. Poutine, c'est évidemment les tsars, hein, c'est clair, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des espèces de systèmes dans lesquels on revient en arrière dans des moments de l'histoire où on était très fort pour restaurer la grandeur du pays et puis assurer la sécurité. La Chine fait pareil, hein, de sa façon. Et nous, par exemple, en France, comment on fait? Alors nous, sur notre inconscient, c'est un peu particulier parce que l'inconscient français, il est à la fois fait, alors les belles choses de la France, c'est l'universalisme, hein, ce besoin toujours de, quelque part, penser le monde et en fonction de ce qu'on peut avoir de plus haut et de plus élevé, et qui nous vient notamment des siècles des Lumières, mais on a aussi dans notre façon de fonctionner des éléments plus sombres, hein, comme dans tous les peuples ont à la fois de la lumière, de l'ombre et des éléments positifs et des éléments moins positifs.
Aujourd'hui, on a une façon de fonctionner, en tout cas, dans lequel on est beaucoup dans ce que moi j'appelle le triangle de Karpman, c'est-à-dire on cherche un président qui va nous sauver, hein, donc un sauveur. Quand une fois qu'on l'a élu, qu'il commence à évidemment mettre en œuvre son programme, on n'est pas forcément content, donc hop, il va devenir victime. On va être victime d'un président qui ne fait pas les choses comme on voudrait qu'il les fasse. Et puis, on va passer dans le persécuteur, parce que du coup, on n'est pas du tout content de ce qu'il nous propose, et on est reparti dans cette boucle infernale. Et je crois qu'aujourd'hui, on est un peuple qui a malheureusement, parce qu'on doute beaucoup de nous et qu'on insiste beaucoup sur le doute au lieu de mettre en avant la confiance, et Dieu sait si on a des ressources qui sont importantes et qu'on est un peuple qui a énormément de qualité, d'ingéniosité, de créativité, et puis aussi de sens critique. C'est une des choses qui nous caractérise, hein, et ce sens de l'abstraction. On dit de la France qu'elle donne la vision dans le monde. Et elle l'a toujours fait. Ce n'est pas un hasard que la communauté européenne a été à l'origine constituée par les Français notamment. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là chez les Français. Et en même temps, aujourd'hui, on est dans cette situation de peur. La peur fait que on revient dans des systèmes archaïques parce que on fait tous ça, c'est une façon de se rassurer. Et du coup, on est dans le doute, la remise en question, et puis en fait, plus rien ne trouve vraiment grâce à nos yeux. Donc l'inconscient aujourd'hui du peuple, il y a à la fois des éléments qui pourraient nous donner des choses formidables qu'on fait d'ailleurs, parce que quand on part au Mali, c'est aussi pour défendre quand même une certaine vision du monde. Et cette vision, on la continue à la véhiculer, à la mettre en œuvre partout, même si on n'a pas forcément toujours les moyens de la défendre sur le plan financier. Et en même temps, on est rattrapé par des vieux démons parce que la peur fait qu'on va essayer de privilégier évidemment la sécurité comme les autres, en se mettant plus dans une position de victime. Et en se mettant en victime, on est sur le sol écrasé, on n'a plus la possibilité de réagir. Et c'est dommage parce qu'on a énormément de potentiel en nous et que cette façon de fonctionner, en fait, nous dessert. On n'est pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de peuples en ce moment qui sont dans cette notion de victime. Et en thérapie, la première chose qu'on fait quand quelqu'un arrive victime, c'est de l'aider à reprendre vraiment la responsabilité de son histoire pour repartir. Sinon, il reste écrasé sur le sol et c'est dommage. Mais nous, on a un petit mouvement à faire, à mon avis, par rapport à ça. Alors, deux questions avant de clôturer ce temps, parce que le temps passe vite. J'ai une question sur, encore une fois, par rapport au titre, hein, mais ça me semble être très représentatif du contenu. Cette notion de peuple, et là, je pique une question que j'ai vue dans d'autres de tes interventions. Finalement, le peuple français est constitué de plusieurs peuples. Bien sûr. À quel moment on peut se dire qu'on fait consensus, ou alors à quel moment on fait peut-être fi de l'inconscient d'un peuple bien précis? Je ne sais pas, alors l'exemple c'était les Bretons, mais on peut parler des Corses ou j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cette notion de peuple finalement? Est-ce que c'est le peuple français avec l'histoire française, ou est-ce qu'il faut aussi considérer les plus petits peuples, les autochtones, comme on disait tout à l'heure, notamment en Réunion, avec les spécificités de la région et l'histoire de cette région et ses relations avec l'international, puisqu'effectivement, l'histoire ancienne prouve que la France, avant, n'était pas forcément la France comme aujourd'hui. Et du coup, il y a des restes. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Je pense qu'il y a les deux. D'abord, dans un peuple, c'est un imaginaire commun, souvent. C'est une géographie. Hein. On habite dans un certain endroit et pas ailleurs. Et cette géographie influence, bien entendu, la psychologie d'un peuple, hein, et son inconscient, bien entendu. C'est une culture, bien sûr. C'est une langue, souvent, pas toujours. C'est une histoire commune, bien entendu. Et en même temps, dans ce cadre qu'on peut considérer comme très général, évidemment que tous les peuples aujourd'hui sont mélangés. Ça, c'est sûr qu'il n'existe plus sur cette planète ou quasiment des peuples qui soient restés totalement dans leur petite géographie fermée et qui, du coup, n'aient pas subi l'influence d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que les caractéristiques d'un peuple disparaissent. Okay. Dans l'identité d'un peuple, ce que je mets en valeur, c'est qu'il y a des aspects qui sont toujours structurants et qui restent. Et puis après, un pays évolue et il y a une partie de son identité qui évolue avec lui. Ce qui fait que, à la fois, quand on est spécifique, et c'est la même chose pour l'ensemble des pays, en fait, par exemple la communauté européenne, c'est un ensemble de pays, chacun est spécifique et en même temps on fait partie de cet ensemble. Dans chacun des peuples, c'est la même chose. Il y a des sous-ensembles, certes, et en même temps, quand on voit un Français à l'étranger, on sait que c'est un Français. Qu'il soit breton, basque ou quoi que ce soit, il sera français d'abord. Et on le verra tout de suite parce qu'il aura des caractéristiques qui seront typiques de ce pays-là. Donc, il y a les deux en même temps. Et puis,
Bon, pour que ça fonctionne, et c'est là mon point, moi, beaucoup, pas seulement pour un pays donné, mais pour l'international, c'est que ça fonctionne à partir du moment où on adhère à la fois à enfin, du moins, on reconnaît cette spécificité des peuples. Alors ça, c'est les dirigeants qui doivent vraiment avoir cette spécificité, la reconnaître et la comprendre pour être à même d'en tenir compte dans leurs décisions. Et en même temps, ces sous-peuples doivent accepter l'idée qu'ils sont partie prenante d'un ensemble plus large. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner avec cette notion de bien commun. Et c'est ce qui fait qu'il y a une unité. C'est qu'à la fois, on n'est pas des peuples isolés ou des sous-peuples dans le sens, plutôt sous-peuple, ce n'est pas un bon terme, mais disons des entités spécifiques à part. On est tous partie prenante d'un ensemble plus large. Et ce qui tient ensemble, c'est la confiance. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est la confiance, d'où la fragmentation qu'on voit par exemple en France. Et du coup, chacun tire la couverture à lui et sort du système en voulant exister par lui-même. Or, ça ne peut pas fonctionner parce que les interactions entre nous sont tellement fortes qu'on ne peut plus considérer qu'on se replie et on reste soi-même. D'ailleurs, si on le fait, on va entrer dans un mode de fonctionnement qui va devenir dysfonctionnant, y compris pour nous-mêmes. Et donc, quand on regarde la communauté européenne, c'est une chose qui, moi, m'amuse beaucoup, c'est que vous avez un ensemble de peuples et en fait, quand on les analyse comme je le fais dans mon livre, on se rend compte que les ombres des uns, enfin les parties un peu moins positives des uns, sont contrecarrées par des choses qui sont positives chez l'autre. Et qu'en fait, on fait comme un puzzle, on a besoin de tout le monde et chacun sa place. Et que lorsqu'on considère qu'on a sa place et qu'on accepte cette responsabilité commune, on est maintenant sur une terre-patrie. Moi, j'aime pas bien cette notion d'Edgar Morin de terre-patrie. On a des problématiques qui sont communes, on a des défis qui sont communs. On ne peut plus considérer qu'on est à part dans son coin. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, c'est les deux en même temps. À la fois que les dirigeants tiennent compte de la spécificité, mais que les peuples et que les représentants dans ces peuples de sous-groupes acceptent de considérer qu'ils font partie d'un même ensemble et qu'il y a une responsabilité de tenir ensemble. Sinon, c'est la fragmentation qu'on observe aujourd'hui. Ma dernière question, c'est te demander, selon toi, quelle est la place finalement de la psychanalyse dans les relations internationales? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de travaillé, de présent, ou est-ce qu'au contraire, c'est totalement délaissé? Il faudrait peut-être, pour que les choses aillent mieux, alors ce n'est pas une recette miracle, mais peut-être faire un petit peu moins de politique, de géopolitique, d'histoire et considérer un petit peu plus cet inconscient pour que les choses se rééquilibrent un petit peu. Oui, c'est évidemment ma thèse. Je pense que fondamentalement, on ne tient pas du tout compte de ces aspects. Et d'ailleurs, quand moi je faisais de la géopolitique, c'était une des choses qui m'impressionnait toujours. On était ici maintenant en train de parler d'une problématique et en fait, revenaient systématiquement des questionnements du passé et sur des traumatismes vécus par les peuples qui, du coup, tiraient la couverture à eux en disant « mais non, on n'est pas d'accord pour telle chose ». Et on était dans le passé, on n'était pas dans le présent. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, si on tenait compte un peu plus de ça, que non seulement pour mieux se comprendre entre peuples, parce qu'on pense toujours que l'autre fonctionne comme soi-même, mais en tant qu'individu, on sait bien que l'autre individu, il ne fonctionne pas comme soi-même. Les peuples, c'est exactement la même chose. Or, on a un système international qui veut faire en sorte que les gens fonctionnent de la même façon. Mais en tout cas, c'est ce qu'il prône dans sa façon de réagir. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de comprendre non seulement la spécificité, et donc, bah oui, la psychanalyse aiderait énormément parce que ça permet de… Moi, la grille que je mets en place, ça permet de voir sur le même plan, avec les mêmes critères, des pays qui sont différents, ce qui permet de voir chaque fois ce qu'ils ont de différent, mais là aussi ce qui permet de mieux se comprendre. On ne peut pas développer d'altérité. Si on ne sait pas qui on est et qu'on ne sait pas qui est l'autre, on ne peut pas développer d'altérité. D'autre part, sur le plan international, je pense que vraiment, alors, il y aurait un travail à faire de chacun des peuples, ce que moi j'appelle la thérapie des peuples, si j'ose dire. C'est un grand mot, bien sûr, parce qu'on ne peut pas mettre des peuples sur le divan, et en même temps, il y a des choses qu'on pourrait vraiment faire évoluer et qui feraient un bien fou sur le plan international, notamment revenir sur ces mémoires justement et se réconcilier avec. Et pour ça, on pourrait imaginer d'avoir un récit commun, ce qui serait pas mal, mais avec chaque fois un récit, par exemple, sur la guerre d'Algérie, dont on ne s'est pas du tout remis. On voit bien qu'en ce moment, c'est un vrai sujet. On devrait avoir quelqu'un qui en a souffert d'un côté, souffert de l'autre, les deux parties en fait, un Français, un Algérien, et un neutre extérieur qui donne un autre regard sur les choses. Pour qu'on arrête de dire « ouais, mais nous on a souffert, vous n'avez pas souffert, vous avez été les méchants, nous on a été les gentils », enfin bon, qu'on sorte de cette dialectique pour se remettre dans une situation dans laquelle, voilà, on remet les choses à niveau. Et oui, bien sûr qu'on a fait tous des erreurs et on en a fait des énormes.
il n'empêche qu'on ne va pas rester indéfiniment sur ces sujets-là, sinon on ne peut pas avancer. Mais Astrid, dans cette solution-là, dans cette option que tu proposes, est-ce qu'on trouve encore finalement des gens très neutres? Est-ce que ça existe encore, la neutralité sur tous ces sujets-là? Tu le prends dans un pays différent. Un regard d'un historien qui est extérieur à cette zone, bah lui, il sera neutre. Ça veut pas dire un inconscient, et son inconscient ne sera pas un petit peu affecté? Il sera subjectif, bien sûr, parce qu'on l'est tous, mais il n'empêche qu'il pourra regarder les faits avec distance, lui, parce qu'il n'est pas partie prenante. Je pense que ça, c'est le sujet fondamental. C'est ne pas être que dans des récits où on est partie prenante. Quand on est partie prenante, par définition, et c'est normal, on essaye de défendre son point de vue, et c'est bien normal, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y aurait vraiment des éléments, et je pense que les peuples auraient intérêt aussi à se confronter à ce que moi j'appelle leur ombre, hein, leur partie moins positive, pour là aussi la dépasser, voir si ça fonctionne vraiment, et essayer de travailler dessus. Je pense qu'on aurait intérêt, en tant que peuple, à bouger sur ces critères pour restaurer la confiance, pour restaurer aussi un peu plus d'unité, hein, non seulement dans notre pays, mais dans le reste du monde. Enfin, ça aiderait énormément, plutôt que d'être dans ces égos collectifs qui grossissent beaucoup en ce moment et qui sont source de conflits éventuels, bien entendu. Eh ben, Astrid, merci pour cet apport très riche. Et finalement, on parle d'histoire, mais c'est très contemporain. On sent que ça a aussi une place pour l'avenir et que ça peut nous permettre de voir les choses différemment. Ou en tout cas, d'essayer de solutionner les choses différemment. Et tu nous offres une belle transition pour nos futures librairies et ça tombe bien. Et je souhaite les annoncer maintenant parce que ça fait un lien. On va recevoir Thierry Gobert, qui traite de la résilience. Et donc ça peut être intéressant aussi. La résilience des peuples. Peut-on te demander ça un jour en rencontre? On va recevoir Maximilien Brabec. Et là encore, c'est très intéressant ce rapport à l'histoire, au passé, puisque lui viendra nous expliquer que pour innover et apprendre, il faut un moment désapprendre. Et donc, je pense que tout ça est lié de près ou de loin. Absolument. En tout cas, merci Astrid. Merci beaucoup Romain. La partie sur les entreprises que je développe, du coup, j'en profite peut-être ou pas. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, en fait, en faisant les rencontres, on s'est rendu compte que, eh bien, dans cette façon d'analyser les peuples, on pouvait aussi le faire pour les entreprises avec les mêmes outils. Et je propose ce deuxième sujet à l'APM, qui est d'essayer de décrypter l'inconscient des entreprises, en fait, et de partir du même principe, hein, puisque une entreprise, c'est aussi un collectif avec ses mémoires, avec sa façon de fonctionner, et donc son inconscient. Voilà. Une belle analogie comme on peut faire sur d'autres sujets. Effectivement, finalement, l'entreprise est le reflet de la société. Donc, un moment communique. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.